majorité des foyers de la France rurale regorge d'objets les plus anodins aux plus atypiques. Nous nous apprêtons à ouvrir des capsules temporelles intactes depuis des dizaines d'années, pour y découvrir la vie de nos ancêtres proches. Aujourd'hui, je vous emmène chez moi, explorer un ancien atelier qui depuis longtemps déjà n'a pas été ouvert et a été laissé à l'abandon. En entrant dans cette pièce et remarquant la tonne de poussière qui forme une épaisse couche au-dessus d'un amoncellement d'objets divers, je me dis que la tâche va être fastidieuse pour y trouver les objets qui pourtant vont apparaître au fur et à mesure de mon exploration. Je vais me laisser tout d'abord porter par la curiosité, par ce que je vois en surface, ce qui par flagrance attire mon attention. Il y a quelqu'un qui est venu ici. On va trouver tout et n'importe quoi. Au fond là-bas il y a des tonneaux. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est des outils, le trésor. Si je peux tomber sur 150 Napoléon, ce serait super. Il y a de l'espoir. On verra au résultat. Ici, une lampe à bougie qui était utilisée pour les calèches et les fiacres à la fin du 19e siècle. Quand j'arrive ici, là, faudrait tout sortir en fait. Je vais pas tout sortir, putain. Dans le temps, ils avaient des sachets de coke. Oh, tu vois. Ah, elle est en bon état en plus celle-là. C'est pas si vieux ça. Ça, c'est pas vieux du tout même. C'est aussi en levant les yeux que je découvre que beaucoup d'outils sont aussi suspendus au mur et au plafond. Une bêche avec une espèce de fourche ici. Ça, c'est un vérin pour... ça doit être un truc pour les tracteurs, je pense. Ça, je sais pas. Ça, c'est beau, ça. Ici, on a une manivelle. Peut-être pour le puits ou des machines. Des machines avec des écrous. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est ça, je pense peut-être que c'était une partie du fléau pour le blé. Avec le manche et hop. Avec la partie ici en bois. Oh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Excellent, il y a un sac devant moi, enfin, j'en parle même. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc vous voyez, on est directement dans le vif du sujet. On essaiera de l'ouvrir tout à l'heure. On va le laisser comme ça. Voici un fascicule dont la fonction est de renseigner les Français sur les modalités de remboursement de l'emprunt national à la libération de la France en 1945. L'emprunt national français. Un emprunt national est une dette financière à long terme de l'État auprès de ses citoyens.
Plusieurs emprunts nationaux sont émis au cours de l'histoire économique de la France moderne. Ces emprunts nationaux ont lieu en temps de guerre lorsque les finances publiques sont mises à mal, ainsi qu'en temps de paix lorsqu'il faut lancer certains projets et que la dette publique reste élevée. Si l'État manque de trésorerie et que les impôts ne suffisent plus, un emprunt devient parfois nécessaire. Pour inciter la population à souscrire massivement à ces emprunts, les gouvernements usèrent de propagande, notamment à travers d'affiches comme celle-ci, bien connues des numismates. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'emprunt de la Libération. Émis en novembre 1944 au nom du gouvernement provisoire de la République française, cet emprunt lève 164,4 milliards de francs. Il vise à résoudre les gros problèmes économiques que connaît le pays dirigé par un gouvernement provisoire, alors que la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée. Le bon de la Libération s'inscrit dans cet emprunt et notre petit fascicule tient à expliquer à la population les modalités de son remboursement. En bref, ce bon est la preuve que l'État vous doit une certaine somme d'argent. Il faut noter que cette somme d'argent est complétée d'intérêts progressifs. Vous êtes toujours sur l'appel du loup, merci de souscrire à un abonnement. Il faut que je le mette dans un endroit, genre ici, et on le récupère tout à l'heure. Encore un de ces petits sacs. Je sais pas ce que c'est ces petits sacs là. Petit chiffon, vous voyez, chiffon il tient longtemps. Hein. Et il y en a encore de la publicité, des choses comme ça ici. Ce journal est un des premiers quotidiens du Parti communiste français en Charente après la libération de la France en 1945. C'est pas une tasse de poilu ça? Ou pendant la guerre? Peut-être pas, mais au cas où. Oh putain, fallait pas que je tombe dessus celui-là. Ah là tu chopes c'est même plus du silure là, c'est des requins. Oh le trident quoi. Super ça. Et j'ai failli tomber dessus comme un gros con là. Dangereuse ton. Il y a quelque chose. Mais normal en tout. Pourquoi il y a un truc rempli de cailloux? Oh j'ai. Ah non j'ai cru putain. Ça c'est une chaussure ça. Je suis très vite impressionné par le nombre de bouteilles de vin et de mignonnettes entreposées dans ces vieilles maisons. Putain, ça c'est lourd ça. Ah, c'est impossible à bouger.
Voici une tablette à souris qui, malgré son manque d'informations écrites, parle d'elle-même sur son côté artisanal. Cet objet est un pulvérisateur en cuivre pour traiter certaines maladies que contractent les plants et les légumes du jardin. L'histoire du pulvérisateur Éclair Vermorel. Victor Vermorel est un homme politique et industriel français, né le 29 novembre 1848 à Beauregard dans l'Ain. Sénateur du Rhône, puis constructeur de machines agricoles, auteur d'ouvrages sur le vin et la vigne, il fut aussi président du comice agricole et viticole du Beaujolais et directeur de la station visicole de Villefranche. Fils d'Antoine Vermorel, inventeur du tarare, qui sépare le grain de son enveloppe. On lui doit l'invention en 1884 de l'éclair, un pulvérisateur dorsal et manuel qui porte son nom, l'éclair Vermorel. Fait entièrement de cuivre, il sert à la pulvérisation de la bouillie bordelaise contre le mildiou, maladie des tomates. Pendant la Première Guerre mondiale, les pulvérisateurs de type éclair fabriqués par la société Vermorel ont été utilisés pour le refroidissement des canons de mitrailleuses Mac 31, utilisés sur la ligne Maginot après que celle-ci ait été utilisée pour des tirs à cadence rapide. Ces pulvérisateurs, à dos initialement prévus pour un usage agricole, permettaient de produire un brouillard d'eau sans avoir à recourir à l'électricité. Leur conception simple repose sur un réservoir rempli d'eau mis sous pression par l'action d'une pompe manuelle. Les pulvérisateurs, débarrassés de leurs bretelles et accessoires, étaient soit fixés sur le fût des tourelles de mitrailleuses, soit utilisés dans les casemates d'infanterie. Un tuyau souple terminé d'un injecteur spécifique permettait d'injecter le brouillard d'eau directement dans le canon de la mitrailleuse. Ce matériel a été aussi mis à disposition pour permettre de traiter les hommes atteints par des agents bactériologiques ou chimiques, comme le gaz moutarde. Ils étaient à cet usage remplis d'une solution neutralisante ou d'une solution à base de chlorure de chaux ou d'eau de javel. Plus tard, dans un autre épisode, je sortirai tout le contenu de cette pièce pour procéder à une détection plus poussée dans le sol. Peut-être un ancien panier à escargots, ça. Parce qu'on est en Charente. En Charente, on mange les escargots. Putain, il y en a du bordel. Oh, regardez tout ça. Putain, ils sont beaux, ceux-là. Je me rends compte, a posteriori, Des trucs qui me font peur. Quand que même. des matières toxiques comme des pesticides ou des solvants peuvent être entreposés dans ce genre d'endroit. Le port des gants, pour la prochaine fois, sera préconisé. Ah bah ça fait plaisir, ça. Nous avons là un moulin à café très bien conservé. Putain, ça c'est un entonnoir aussi. Ah ah ah, tu vois? Bip bip. Oh. Attends, il faut que je laisse la lumière.
Cette ancienne fenêtre est obstruée par d'anciens vêtements, dont une veste de chasse, avec de grands boutons en cuivre. Cette découverte me conforte dans l'idée que je vais trouver des choses intéressantes aujourd'hui. Oh. Ah bah là il y a de la restauration à faire. Super. Et sanglier. Le sanglier. Tout ça, c'est une veste de chasse. On va y revenir à la fin. Là, on cherche et on expertisera après. Donc ça, on l'a sorti quand je suis arrivé. Alors, je savais pas trop ce que c'était au départ et je viens de réussir à avoir la marque ici. Donc, on est Marot, frère, donc le frère Marot, à Niort dans les Deux-Sèvres. Je vais faire un petit peu de recherche dessus. Donc ça, c'est une trieuse à grains. Peut-être une ancienne navette spatiale, non. Et non, c'est bien fait. Et quand je vois qu'il y a marqué 1880, là, c'est peut-être un bon truc. Là. Sachant qu'elle elle fonctionne. Ça allait peut-être pas. Si ça allait ici. Là, il y a ça en plus. Ah non, là, c'est une très très belle machine. Écoutez, je vous en dis plus quand j'en sais plus. Et on se tient au courant. La trieuse à grains Marot. Dans les années 1850, l'agriculture se modernise. Il faut améliorer les récoltes. L'agriculteur a besoin de trier les graines qui doivent être saines et vigoureuses pour ensemencer ses terres. Les caractères physiques pour trier tous les types de grains sont la grosseur, la longueur et la densité. Les trieurs construits par les deux entreprises niortaises cumulaient les 4 principales opérations nécessaires à un bon tri. La ventilation, l'émotage, tri des autres graines, des graviers, de la terre, etc. Le criblage, séparation des bons blés et des blés becs et des corps étrangers plus petits. Le triage, élimination des graines rondes de même grosseur que le blé. L'entreprise Marot et l'entreprise Claire, tous deux installés à Niort, s'affrontèrent jusqu'en procès pour la suprématie et la diversité de leurs produits. Les machines s'étendaient du tri de toutes les sortes de céréales, mais aussi des légumineuses, des cafés, des fèves de cacao, des haricots, des pommes de terre, des cerneaux, des pois, des marrons, des arachides, des alpices, des anis, le poivre, la moutarde. C'est insupportable. Arrêtez. Une rude concurrence s'établit entre les trieurs Marot et les trieurs Claire. Les appareils sont exportés partout en Europe, en Afrique et en Amérique. Il devient vite récurrent de trouver des objets dans les niches ou anciens trous de poutre dans les murs. Je m'attelle donc à les inspecter plus précisément. Non. Tout qui me tombe sur la gueule.
C'est un ancien piège, je sais pas ce que c'est ça. Ta gueule! Putain, ça des bouteilles, il y en a. C'est pas possible ça, autant de bouteilles partout. Putain, je vois rien. Attendez, je vois quelque chose. Vous voyez ce que je vois là? Ici là? Oh, cette maison elle me pète les burnes. Je trouve des anneaux partout. Oh, je vais bien trouver quelque chose au bout d'un moment. Alors, doucement. Pourquoi ils foutaient tout ça dans les murs, les types? Regardez-moi ça. Je trouve souvent ces anneaux, mais pas tous les jours dans les murs, et cela attise ma curiosité. Ces anneaux faisaient partie d'harnachements de chevaux. On pourrait penser qu'ils étaient posés ici, puis oubliés, mais aussi déposés dans le mur comme porte-bonheur. Mais sur cela, nous ne pouvons que spéculer. Ici, 3 rabots d'époque, le plus grand est artisanal et était dédié à un usage précis. J'ai rien de besoin, non, c'est bon, on va continuer. Alors, ici j'ai pas trop, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir et après on refera un coup. On fera le sol entier, parce que dans le sol, à mon avis, il y a des pièces qui ont été perdues, forcément. Cuillère. Je trouve de nombreuses cuillères, en étain ou en plomb, et me pose des questions quant à la toxicité et à l'impact que cela a pu avoir sur la santé de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Il y a encore une marque dessus. Beaulieu. Faut que j'aille, faut que je fasse de l'exploration d'abord. Au fond de la pièce, le manque de visibilité ne me permet pas de distinguer avec précision ce qui y est entreposé. Et c'était des sacrés pochetrons, hein. C'est en progressant que j'aperçois sur les tonneaux un amas informe de poussière qui m'interpelle. Ouh là 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 là.
Ah, c'est dans la continuité. Hein. Oh, ils vont être trop beaux. Oh là là, je vais essayer de vous faire un grand plan. Donc je vous l'ai peut-être pas encore dit. En fait, la maison dans laquelle je suis, c'est l'ancienne maison d'un maréchal Ferrand. Donc, ce qui explique évidemment la présence du cheval partout. Nous sommes en présence d'harnachements de chevaux de trait qui, grâce au fait qu'ils soient entreposés au sec, sont encore en très bon état pour leur âge. N'étant pas un expert dans ce domaine, la datation de ces objets m'est difficile à interpréter. Je vous laisse en commentaire, si vous avez des informations, nous les partagez. Pour commencer, ceci est un collier pour cheval de trait. Le collier de traction pour cheval s'utilise lorsque vous devez tirer de lourdes charges. Nous avons ensuite 2 selles anciennes, dont la fonction et la datation m'échappent. Pourtant, nous pouvons tout de même observer la remarquable qualité du cuir qui a tenu toutes ces années. La présence d'une forge, d'harnachements de chevaux et d'un grand nombre de fers à équider me vient à penser que je suis dans l'ancienne habitation d'un maréchal Ferrand. Histoire rapide du maréchal Ferrand. Le harnachement du cheval est l'ensemble des pièces qui servent à équiper un cheval domestique pour le travail, pour le sport ou les loisirs. Nous parlons de selle, de mors, d'étrier, etc., etc. Le matériel conçu pour le cheval, qu'il soit de selle ou de trait, peut parfois être utilisé pour l'âne ou même parfois pour certains bovins. Le maréchal Ferrand est un artisan dont le métier consiste à ferrer les pieds des équidés. Le ferrage des bovins de trait est aujourd'hui rarement pratiqué. Beaucoup de détectoristes sont familiers avec les fers à bœufs qu'ils retrouvent très souvent dans les sols de nos campagnes. C'est un métier vieux de plus de 2000 ans. Le ferrage à clous apparaît au XIe siècle. Au Moyen-Âge, le maréchal Ferrand est aussi le vétérinaire des animaux qu'il entretient. Dans les haras princiers, le maréchal Ferrand est souvent appelé pour des opérations de chirurgie contre les galles, les morts, les lésions des pieds. Il connaît certains principes d'hygiène indispensables à la survie des bêtes, comme isoler les animaux contagieux. Au XIIIe siècle, les maréchaux Ferrand étaient compris dans l'ensemble des ouvriers travaillant dans le fer, désignés sous le nom générique des fèvres. Ils obtiennent leur indépendance en 1463 par un arrêt, leur laissant désormais la spécialité du ferrage et du pansage des chevaux. Ils obtiennent le privilège de travailler la nuit et d'employer un nombre illimité d'apprentis. Un arrêt de 1604 leur donne raison contre les courtiers qui voulaient avoir l'exclusivité du commerce des chevaux. En 1747, l'encyclopédie de Diderot indique le maréchal comme ferrant et opérant, le dissociant du maréchal ordinaire qui ne s'occupe pas des chevaux, mais seulement de forge et principalement de charronnage. Autrefois, le propriétaire d'un cheval le menait jusqu'au maréchal Ferrand. De nos jours, ce dernier se déplace jusqu'au lieu de travail à accomplir et dispose de tous les outils nécessaires dans sa camionnette. Le maréchal Ferrand ne forge plus les fers à chevaux, à l'exception notable de ceux de la garde républicaine. Merci d'écouter notre programme. Vous êtes toujours sur l'appel du loup. À restaurer. Mais en veux-tu, en voilà. Hein. Ça va pas me tomber sur la gueule, ça. Moyen. Hein. Comment on fait pour savoir s'ils sont pleins ou pas? Je vais aller chercher un pied de biche. Une jarre en craie, non lissée, typique de la Charente. Une petite cloche en cuivre aux armoiries de la ville de Royan. Je sais pas ce que c'est que ça. Merde. Putain, c'est vraiment parce que je l'ai touché qu'il est tombé. Cet endroit m'intrigue depuis tout à l'heure. Ah, trop bien, je l'avais même pas vu. Pourquoi ça sonne pas ça d'ailleurs? Peut-être parce que c'est un Ace 150. Tonnerre. Et une lampe à huile là-bas, on la voit. Hop, allez c'est reparti. Putain, celle-là elle est en bon état. Ah ouais. Oh oui. Ah oui. Oh non.
Alors, bon, elle sera pour exposition. De toute façon, qui utilise des lampes à huile encore aujourd'hui? Je vous montre ici la collection des différentes lampes à pétrole retrouvées sur place. La plus neuve a été restaurée antérieurement. La lampe à pétrole. Inventée par le pharmacien polonais Ignacy Ignacy Łukasiewicz. en 1853, la lampe à pétrole est un luminaire constitué d'un réservoir contenant du pétrole distillé qui monte vers le bec grâce à une mèche, le tout surmonté d'une cheminée de verre. C'est donc une lampe à flamme éclairante qui reprend tous les progrès apportés à la lampe à huile à partir de 1780, mais simplifiée par rapport à elle grâce à la fluidité du pétrole et à son aptitude à monter par capillarité dans la mèche jusqu'à une dizaine de centimètres. En Europe, les lampes à pétrole étaient à mèche cylindrique. Il en existe deux types principaux, ayant chacun leur bec et leur verre bien défini. Le bec d'osmose, encore en usage de nos jours, est accompagné d'un verre à étranglement qui étire la flamme en hauteur pour accroître l'efficacité lumineuse. Le bec matador, à disque horizontal, produit une large flamme. Le verre comporte un renflement caractéristique permettant à la flamme de s'épanouir. La lampe tempête est une lampe à pétrole transportable dont la flamme est protégée du vent grâce à son armature et sa vitre bombée. Nous en venons maintenant à la lampe de fiacre. Mais qu'est-ce qu'un fiacre, vous me dirais-je? Le fiacre est un ancien véhicule hippomobile urbain destiné au transport de passagers, en général doté de 4 roues et de suspension. Le fiacre urbain s'est développé dans la première moitié du 19e siècle, proportionnellement aux besoins de la classe moyenne avec des compagnies de fiacre, avant d'être supplanté par les transports en commun modernes. Tiré par un, voire 2 chevaux, le fiacre est une voiture de louage conduite par un cocher qui réalisait des transports de personnes dans un périmètre déterminé à la demande et pour certaines durées. La lampe du fiacre est une sorte de lanterne amovible à long pied en tube et que l'on insère dans un support fixe au niveau du fiacre ou de la calèche. La lumière protégée du vent par une vitre peut être à bougie ou à huile. C'est pas un ancien phare, ça? Peut-être, hein? Ah, excellent. Ah, marteau de forgeron. Ça, je garde ça. Bon bah écoutez, on va clôturer. Bon alors, on va regarder ensemble ce qu'on a trouvé. Bon alors ça c'était ce matin pour l'ensemble cheval. C'est 2 petites chaussures. Alors une chaussure enfant, qui est super belle. Il y avait encore les fers à chaussures. Ça c'est vieux. Mon arrière-grand-père, il était cordonnier. Donc ça doit au moins dater de cette époque. Ouais, avec les anciens fers dessous. Excellent ça. Bon, à mon avis, il n'y a plus la semelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, je me pose la question. Est-ce que ce serait pas un ancien phare? Parce que je vois que ça s'accroche ici. Ou une espèce de lampe d'extérieur à huile. Il devait y avoir un compartiment, un réservoir en bas. Ça c'est cool ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on en a une vraie lampe à huile. Mais bon, elle est cassée dessous, mais bon, pour être jolie, elle sera. On a ces 2 anneaux qu'on a trouvés dans le mur. J'en trouve aussi beaucoup dans le sol en détection de ces anneaux comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est. On a cette petite qui n'a peut-être pas grand intérêt.
petit marteau. Alors ça c'est cool. Et ça, il peut se passer 150 ans, le marteau tu l'utilises encore, il n'y a pas de souci. Hop là. Ici un marteau de forgeron. Pareil. On a des mignonnettes. Celle-là qui est particulièrement jolie, il y a encore un nom dessus là. Rue du Rocher, Paris. Laboratoire à Bailly. Quelques bouchons. Ah oui, c'est ça qu'on voulait voir. Ah oui, on a cette super... cette cuillère en plat... Enfin, plâtre, n'importe quoi. Cette cuillère en plomb. Avec marqué Beaulieu dessus. C'est pas tout jeune non plus. Quand tu t'imagines que les mecs ils bouffaient dans des trucs en plomb, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors ça, on verra tout à l'heure. On va essayer de regarder ce que c'est. Ça, alors à mon avis, vous me direz dans les commentaires. Et je pense que c'est une partie de fléau pour le blé. Excellent, la meilleure. Ça c'est... Ah oui, non, il y a ça. Ça c'est peut-être un truc à cagouille, comme on dit ici. Hein. Parce que, ouais, je sais pas. Et on a la super veste de chasse avec ses gros boutons. Ils sont beaux tous ces boutons là. Ah, ça c'est cool. Ah oui, le méga trident pour choper plus gros que les requins. Alors là, je sais pas, tu mets un thon entier dessus et puis après tu lances tes... Là, il y a du trident. Je sais pas l'utilisation qu'ils en avaient à cette époque-là. Parce que c'est sûr que c'est pas pour la pêche, hein, je rigole depuis tout à l'heure. J'étais en train de balancer des trucs en métal et je suis tombé sur cette vieille canne dans les granges à côté. J'ai commencé à vouloir la démonter et je me suis dit, mais tiens, tu vois, cette couleur-là, elle me disait quelque chose. Je me disais, tiens, mais j'ai déjà vu ça dans ma vie. Et quand j'ai vu derrière ça, je me suis dit, oh putain, mais ça ressemble à un chien. Et je viens d'ouvrir la canne. Et dedans, il y a une balle. Je viens de trouver un fusil canne. Sans doute de la Première ou Seconde Guerre mondiale. Là, j'ai le cul par terre. Ah là, c'est une dinguerie. Ceci est une canne-fusil dite étoile de calibre 36. Cette arme dissimulée date de la fin du 19e siècle et a été fabriquée à Saint-Étienne. Elle figure sur le catalogue de Manu France en 1900. Elle était présente dans de nombreuses bonnes familles, mais aussi présente à la campagne pour le braconnage. C'est à ce jour une de mes plus belles découvertes, et tenir dans ses mains un tel objet me rappelle pourquoi je suis fasciné par l'histoire. Ça, c'est un canon. Et ça, c'est une poignée et une queue de détente et un percuteur. Enfin bon, bah voilà, c'est une canne fusil, vous avez tous compris. Ah. À la prochaine. La carte des environs de Poitiers date de 1945 et a la particularité d'avoir certains petits points rouges dessinés sur certains hameaux. Leur signification m'échappe encore. Ceci est sûrement une tasse militaire. Dans cette petite boîte en fer, il y a des ampoules qui contenaient avant des médicaments et une petite plume pour écrire. Voici un bouton aux armoiries de la ville de Bordeaux, qui était sûrement accroché sur un vêtement d'un représentant de la mairie de l'époque. Voici un moulinet ancien qui date des années 20. Il est impressionnant par sa qualité de conservation.
Donc ici le cheval, toujours. Ici le cerf ou le chevreuil. Et ici le sanglier. Ceci est une lime à double pierre. Elle servait pour limer les couteaux. Ici, nous avons une boîte étrange à usage spécifique et sa fonction m'échappe encore. Nous terminons sur une magnifique tirelire pour les monnaies de 1 franc bon du commerce. Elle date de l'émission de ces dites monnaies. Donc là, ici, on est face à une très ancienne tirelire qui date à peu près de l'entre-deux-guerres vis-à-vis du fait que dedans, on ne peut uniquement mettre que des 1 franc bons du commerce. Et même dedans, il en reste 2, je crois. Excellent. Alors, ouais, non, c'est une super trouvaille, ça. Hein. Je pensais qu'on n'allait pas faire de numismatique dans cette vidéo, et bah tu vois. Allez, ça continue. Bon, écoutez, je trouve que c'est une super vidéo. Moi, ça me permet de faire des choses un petit peu plus rapides, parce que je vous avoue, les formats de l'appel du loup, ils sont très longs à monter. Et vous imaginez qu'une vingtaine de découvertes intéressantes, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et donc il y a des mois où je peux sortir de vidéos, et il y a carrément des mois où je sors pas de vidéo, parce que quand tu trouves rien, tu ne trouves rien. Et à partir de là, je vais essayer de me diversifier des fois sur des choses un peu comme ça. Ça va rester toujours de toute façon dans l'univers de la détection, dans l'univers surtout de l'histoire, et de la découverte des objets anciens. On va essayer de moins se focaliser sur les monnaies, même si c'est forcément, moi aussi, c'est l'une de mes passions. Il y aura toujours énormément de monnaies sur l'appel du loup, mais on va essayer d'aller voir un petit peu autre chose. Allez, je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir regardé la vidéo.